Avant de vous autoriser à monter dans un nouvel avion de ligne, des hommes essayent volontairement de le mettre en échec. Ils ralentissent jusqu'à ce que ses ailes perdent leur portance. Ils le poussent au-delà des vitesses qu'un passager ne devrait jamais connaître. Ils provoquent des vibrations, capables, si elles devenaient incontrôlables, d'arracher une partie de sa structure. Au sol, ils tirent sur ses ailes jusqu'à les courber d'une manière presque irréelle. Ils font avaler de l'eau à ses moteurs. Ils écrasent ses freins sous une énergie si violente que les roues peuvent rougir, fumer et parfois s'embraser. Et pendant ce temps, à l'intérieur du cockpit, plusieurs ordinateurs s'observent, se comparent et sont prêts à écarter celui qui donne une information incohérente. Vu de l'extérieur, tout cela ressemble à de la folie. Mais voici le paradoxe. Si vous pouvez vous asseoir tranquillement à 10 000 mètres d'altitude, c'est parce qu'avant vous, des pilotes d'essai et des ingénieurs ont volontairement conduit l'avion au bord de ce qu'il pouvait supporter. Ils ne cherchent pas seulement à savoir s'il vole. Ils veulent découvrir comment il pourrait cesser de voler. Et surtout, ce qu'il fera lorsque quelque chose commencera à mal tourner. Car un avion n'est pas déclaré sûr parce qu'il fonctionne parfaitement dans des conditions parfaites. Il doit prouver qu'il reste maîtrisable lorsque les conditions ne le sont plus. Voici les épreuves extrêmes que subissent les avions avant de transporter des centaines de vies. Et la dernière est probablement la plus fascinante. Pour empêcher une seule erreur informatique de devenir catastrophique, certains avions sont conçus comme si leurs propres ordinateurs n'avaient pas le droit de se faire confiance. Lorsqu'un nouveau modèle apparaît pour la première fois, l'appareil que l'on voit décoller n'est pas encore une machine commerciale ordinaire. C'est un laboratoire volant. À l'intérieur, une partie de la cabine peut être remplacée par des postes d'ingénieurs, des câbles, des baies électroniques, des capteurs et des systèmes d'enregistrement. Des milliers de paramètres peuvent être surveillés. Pression, température, accélération, vibration, effort exercé sur la structure, comportement des commandes de vol et réponse des moteurs. Au sol, une équipe suit parfois l'essai par télémétrie, presque en temps réel. Chaque manœuvre a été préparée. Chaque altitude a été choisie. Chaque vitesse correspond à un point précis d'un programme qui avance par étapes. Les pilotes ne jettent pas l'avion dans l'inconnu au hasard. Ils s'approchent progressivement d'une limite prévue par les calculs, mesurent la réaction de la machine, puis décident si l'étape suivante peut être tentée. C'est une différence capitale. Les images virales donnent parfois l'impression que les ingénieurs prennent un avion et essayent brutalement de le casser. En réalité, la violence visible est entourée d'une préparation presque obsessionnelle. Mais cette prudence ne rend pas les essais moins impressionnants. Car tôt ou tard, il faut quitter le domaine du calcul. Il faut appliquer la charge. Il faut réduire la vitesse. Il faut provoquer la vibration. Et il faut regarder si la réalité se comporte comme le modèle l'avait annoncé. Pourquoi les ailes se tordent sans casser? Depuis un hublot, voir l'extrémité d'une aile monter et descendre peut être terrifiant. Notre instinct associe la rigidité à la solidité. Pourtant, dans une aile, une rigidité absolue serait loin d'être idéale. En vol, l'aile supporte l'appareil en créant de la portance. Elle subit également les rafales, les turbulences et les changements de charge. Elle doit donc pouvoir se déformer de manière contrôlée, absorber une partie de ses efforts et les répartir dans sa structure. La flexion que le passager observe n'est pas automatiquement le signe d'une aile fragile. C'est le comportement prévu d'une structure élastique. Mais comment savoir jusqu'où elle peut aller? Au sol, des cellules spécialement réservées aux essais sont entourées d'un dispositif gigantesque. Des vérins et des câbles appliquent progressivement des efforts sur les ailes. Celles-ci se soulèvent. Elles se courbent. Leur silhouette devient presque méconnaissable. Des capteurs vérifient alors si la structure réelle réagit comme l'avaient prévu les calculs. Pour la certification des grands avions, la démonstration de résistance ne se limite pas aux charges normalement attendues en service. Une marge supplémentaire doit être démontrée. Autrement dit, la limite indiquée aux équipages n'est pas censée correspondre au point exact où l'aile se brise.
Une distance de sécurité doit exister entre le domaine autorisé et la rupture. Sur l'A350, Airbus a notamment annoncé avoir mené à succès l'essai de flexion à charge ultime, sans dommages structurels. Et ce détail détruit une idée très répandue. Quand une aile bouge en turbulence, vous n'assistez pas nécessairement au début de sa rupture. Vous voyez une structure faire ce pourquoi elle a été conçue. Accepter une déformation, encaisser l'effort et revenir vers sa position. La rigidité rassure l'œil. La flexibilité protège souvent la machine. L'essai suivant paraît encore plus insensé. Un avion a besoin d'une certaine combinaison de vitesse, d'angle d'attaque et de configuration pour produire la portance nécessaire. Si l'angle d'attaque devient trop élevé, l'écoulement de l'air se dégrade sur l'aile. La portance diminue brutalement, l'avion décroche. Dans un vol commercial normal, l'équipage évite cette situation. Pendant les essais, au contraire, elle doit être explorée. Le pilote réduit progressivement la vitesse ou augmente l'angle d'attaque. Les avertissements apparaissent, les commandes peuvent vibrer sur certains appareils, le nez peut commencer à tomber. L'avion révèle enfin son comportement au voisinage du décrochage. Mais un seul essai ne suffit pas. La masse change. La position du centre de gravité change. Les volets peuvent être rentrés ou sortis. Le train peut être en position haute ou basse. La poussée et l'altitude modifient également le comportement. Les équipes répètent donc les manœuvres dans plusieurs configurations afin de cartographier le domaine de vol et de vérifier que les avertissements, les protections éventuelles et la récupération sont satisfaisants. Sur certains avions à commande de vol électrique, les protections sont conçues pour empêcher l'appareil d'atteindre certaines situations en exploitation normale. Mais les essais doivent précisément démontrer ce que font ces protections. Et parfois, étudier le comportement nécessaire à la certification dans des configurations d'essais spécifiques. Ce n'est pas une tentative désordonnée de faire tomber l'avion. C'est une question beaucoup plus froide. Si l'appareil s'approche de la perte de portance, prévient-il assez tôt? Réagit-il comme prévu? Peut-il être récupéré? La sécurité ne vient pas de l'idée que personne ne s'approchera jamais de la limite. Elle vient aussi du fait que cette limite a été recherchée, mesurée et comprise. Sur les instruments d'un avion, certaines vitesses constituent des frontières opérationnelles. Le pilote de ligne doit les respecter. Mais lors du développement et de la certification, il faut vérifier qu'une marge existe au-delà du domaine normal. Les règlements exigent notamment des démonstrations jusqu'à une vitesse de plongée définie pour les essais, supérieure à la vitesse maximale opérationnelle correspondante. L'avion peut donc être placé dans une descente contrôlée afin d'accélérer au-delà de la limite que l'on respecterait en service commercial. À mesure que la vitesse augmente, la pression aérodynamique s'intensifie. Les charges changent, le comportement des commandes peut évoluer. Les vibrations éventuelles deviennent critiques. Les pilotes et les ingénieurs observent alors si la machine demeure stable, contrôlable et exempte de réactions dangereuses. Mais attention aux raccourcis spectaculaires. La vitesse maximale affichée en exploitation n'est pas simplement l'endroit où l'avion casse. Elle constitue une limite à ne pas franchir en service, intégrée à un ensemble de marges, de démonstrations et d'hypothèses de sécurité. Le pilote d'essai ne cherche donc pas aveuglément la vitesse de destruction. Il vérifie une frontière prédéfinie, à l'intérieur d'un protocole extrêmement surveillé. Et à très haute altitude, cette exploration devient encore plus délicate. Le domaine disponible entre basse vitesse et survitesse peut se resserrer. Les phénomènes de compressibilité entrent en jeu. Une mauvaise manœuvre laisse moins de place à la récupération. Tout est donc progressif. Un point, puis un autre. Et seulement lorsque les données sont jugées satisfaisantes, l'équipe avance vers la vitesse suivante. Mais la vitesse ne menace pas seulement l'avion par la force qu'elle exerce. Elle peut réveiller un ennemi beaucoup plus sournois. Une vibration qui se nourrit elle-même.
Imaginez une aile qui commence à osciller. Normalement, le mouvement s'atténue. La structure dissipe l'énergie et retrouve son équilibre. Mais dans certaines conditions, les forces aérodynamiques, l'élasticité de la structure et son inertie peuvent entrer dans une interaction dangereuse. Au lieu de diminuer, l'oscillation s'amplifie. Chaque mouvement nourrit le suivant. En quelques instants, la vibration peut devenir suffisamment violente pour endommager gravement la structure. Ce phénomène est appelé flotteur ou flottement aéroélastique. Voilà pourquoi les équipes ne se contentent pas d'attendre qu'une turbulence fasse vibrer l'avion par hasard. Elles utilisent des systèmes capables d'exciter volontairement certains modes de vibration. Selon l'appareil et le programme, cette excitation peut provenir de surfaces mobiles, de dispositifs aérodynamiques, de masses ou d'autres systèmes spécialement installés. L'avion est couvert de capteurs. Les réponses de l'aile et de l'empennage sont enregistrées. Les ingénieurs examinent notamment la fréquence des oscillations et la manière dont elles s'amortissent. Là encore, l'approche se fait par paliers. On ne fonce pas directement vers une vitesse supposée dangereuse. On excite la structure à un premier point. On mesure, on compare les données aux prédictions. Puis, on décide si l'on peut continuer. La télémétrie est particulièrement importante dans ce type de vol, car l'équipe au sol peut analyser des paramètres critiques pendant que l'équipage exécute le programme. Certains évoquent parfois de petites masses explosives accrochées à l'aile, comme s'il s'agissait d'une méthode universelle. La réalité est plus nuancée. Il existe plusieurs techniques d'excitation, adaptées aux besoins du programme. L'objectif commun n'est pas de déclencher une explosion destructrice, mais d'envoyer à la structure une sollicitation connue et mesurable pour vérifier que les vibrations restent suffisamment amorties dans le domaine démontré. Autrement dit, les ingénieurs provoquent une vibration parce qu'ils refusent de découvrir son existence le jour où l'avion transporte des passagers. Les ailes ne sont qu'une partie de l'épreuve. Un avion doit aussi prouver qu'il peut s'arrêter lorsque le scénario devient brutal. Lors d'un essai de freinage à énergie maximale, l'appareil accélère sur la piste, à une masse et dans des conditions déterminées, puis interrompt son décollage. Toute l'énergie du mouvement doit être absorbée en quelques secondes. Les freins chauffent à des températures extrêmes. Les roues peuvent fumer. Des fusibles thermiques peuvent permettre aux pneus de se dégonfler de manière contrôlée, afin de réduire le risque d'éclatement sous l'effet de la chaleur. L'image est spectaculaire, mais le véritable enjeu est simple. Après un décollage interrompu à grande vitesse, l'avion peut-il s'immobiliser dans les conditions prévues ? Les moteurs subissent eux aussi des épreuves inquiétantes à regarder. L'avion traverse des pistes couvertes d'eau afin d'étudier les projections. On vérifie le comportement des entrées d'air face à de fortes quantités d'eau et à d'autres conditions susceptibles d'être rencontrées en service. Puis viennent les voyages vers le froid extrême, la chaleur, l'humidité et les aéroports d'altitude. Un appareil peut fonctionner parfaitement dans un climat tempéré et révéler un problème lorsque les températures chutent, lorsque l'air devient moins dense ou lorsqu'un système est sollicité dans une combinaison inhabituelle. La campagne cherche précisément ces combinaisons. Elle accumule des heures, des cycles et des contraintes. Airbus indique par exemple que les essais de fatigue de l'A350 ont couvert l'équivalent de 3 fois la durée de vie de conception de l'appareil. 3 vies théoriques concentrées dans une campagne d'essai. Car une fissure minuscule, invisible au début, peut devenir importante après des milliers de pressurisations et de dépressurisations. Les ingénieurs ne veulent pas seulement connaître la résistance de l'avion neuf, ils veulent anticiper le comportement de la structure après des années d'exploitation. Et pourtant, même une structure parfaite ne suffirait pas si le cerveau de la machine commettait une erreur incontrôlée. Dans un avion moderne à commande de vol électrique, le geste du pilote ne déplace pas toujours directement une gouverne par une liaison mécanique continue. L'ordre passe par des calculateurs qui appliquent des lois de pilotage, vérifient des paramètres
et commande les actionneurs. Cette technologie offre des possibilités considérables, mais elle crée une question terrifiante. Que se passe-t-il si le calculateur se trompe? La réponse ne consiste pas simplement à espérer qu'il ne se trompera jamais. Les systèmes critiques sont conçus avec de la redondance, de la surveillance et des mécanismes de détection des fautes adaptés à leur architecture. Plusieurs voies peuvent recevoir des informations, effectuer des calculs et comparer leurs résultats. Si l'une d'elles devient incohérente, le système peut la déclarer défaillante, l'isoler ou se reconfigurer autour des voies restantes. Le principe ressemble à un vote. Si 3 sources indépendantes annoncent une valeur et qu'une seule s'écarte brutalement, l'architecture peut identifier la divergence au lieu de laisser cette valeur unique commander l'avion. Mais la redondance possède un piège. Imaginez 3 ordinateurs strictement identiques, équipés du même composant, du même logiciel et confrontés exactement à la même situation imprévue. Il devient possible qu'une cause commune les affecte ensemble. C'est pourquoi certaines architectures introduisent de la diversité. Différence de matériel, de conception ou de logiciel, séparation des sources et indépendance des voies. Le but est de réduire le risque qu'une seule erreur de conception ou un seul événement provoque la même défaillance partout au même instant. Mais il faut être précis. Tous les avions n'appliquent pas cette stratégie de la même façon. Certains systèmes privilégient des voies matériellement différentes. D'autres utilisent des calculateurs redondants, avec un logiciel commun soumis à une validation extrêmement rigoureuse. Certains encore combinent plusieurs niveaux de surveillance. La vidéo virale transforme donc une philosophie réelle en règle universelle. La vérité est plus intéressante. Les ingénieurs ne copient pas une recette unique. Ils doivent démontrer que l'architecture choisie peut tolérer les défaillances prévues, détecter les incohérences et éviter qu'une panne unique conduise à une perte catastrophique. Les ordinateurs ne se dénoncent pas par paranoïa. Ils comparent leurs résultats parce qu'en aéronautique, une information ne devient pas fiable simplement parce qu'une machine l'a affirmée. Elle doit être contrôlée, recoupée et, si nécessaire, rejetée. La prochaine fois que vous verrez une aile bouger à travers un hublot, souvenez-vous de ceci. Cette aile a été calculée pour se déformer. Une structure d'essai a été chargée bien au-delà de ce que vous vivrez pendant un vol normal. Des pilotes ont exploré le décrochage. Ils ont approché des vitesses interdites en exploitation. Des ingénieurs ont provoqué des vibrations pour mesurer leur amortissement. Les freins ont absorbé une énergie monstrueuse. Les moteurs et les systèmes ont affronté l'eau, le froid, la chaleur et l'altitude. Et les calculateurs ont été organisés pour qu'une information incohérente ne soit pas aveuglément acceptée. Le plus rassurant dans un avion n'est donc pas qu'il ait toujours été traité avec douceur. C'est exactement l'inverse. Avant d'accueillir ses premiers passagers, il a été observé, chargé, ralenti, accéléré, secoué et poussé dans des situations qu'aucun vol commercial ne devrait normalement rencontrer. Non parce que ses concepteurs voulaient le détruire, mais parce qu'ils voulaient que ses faiblesses apparaissent devant eux, et jamais au-dessus d'un océan avec 300 personnes à bord. Alors dites-moi en commentaire, parmi tous ces essais, lequel vous paraît le plus terrifiant? La flexion des ailes? Le décrochage volontaire? La survitesse? Ou ces ordinateurs qui passent le vol entier à vérifier que les autres ne mentent pas? Et si vous aimez découvrir ce qui se cache derrière les machines, les accidents évités et les mystères de l'aviation, abonnez-vous à Chroniques Oubliées FR. Car parfois, la partie la plus extraordinaire d'un vol s'est déroulée bien avant que le premier billet ne soit vendu.